Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir tout le monde. Euh, voilà, je suis Elie Moutouedou, comme l'a bien souligné Laetitia. Nous allons parler aujourd'hui de la conservation. Nous allons parler de la conservation de la biodiversité en se basant sur les savoirs endogènes. Euh, Nous allons parler des savoirs endogènes et la conservation de la biodiversité. Avant cela, je fais la présentation depuis la République démocratique du Congo dans une merveilleuse ville qu'on appelle la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu à l'est du pays. La présentation va suivre le plan général qui est tel que nous allons commencer par quelques définitions. Nous allons présenter le contexte, nous allons parler des forêts sacrées, nous allons parler des interdits, nous allons parler des animaux totems, et puis enfin, nous allons conclure en faisant un récapitulatif de tout ce que nous aurons dit. Alors, avant cela, nous allons commencer par raconter une petite histoire peut-être qui cadre peut-être avec ma vie. Alors, je vais vous raconter comment est-ce que je me suis décidé de faire l'agronomie à l'université, à la faculté, à l'UCB. Alors, c'était quand j'étais en deuxième CO. Quand j'étais en deuxième CO, il y avait un jeu qui cartonnait à l'époque qui s'appelait Jeu des pays. Seulement qu'il y a parmi nous des gens qui ont joué à ces jeux-là, qu'on appelle Jeu de pays. Et c'est en voyant les gens qui sont en train de jouer à ces jeux-là, il y avait particulièrement mon oncle, qui est ingénieur agronome, qui à chaque fois il y avait une rubrique qui s'appelait Nom des plantes. Et lui, à chaque fois qu'il y avait des noms des plantes à présenter, il donnait le nom vernaculaire, le nom français et le nom scientifique. À chaque jeu, parce qu'il fallait choisir à chaque fois, vous tirez une lettre au hasard et puis vous commencez maintenant à compléter les rubriques. Et c'est là que je me suis inspiré, je me suis dit, tiens, mais comment se fait-il que lui peut connaître tout ça? Et dans mon jeune âge, je me suis dit, je serai exactement comme mon oncle. Et c'est comme ça que, arrivé à la faculté, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire aussi l'agronomie. Comme pour dire que déjà, à partir d'un jeu, on peut trouver de l'inspiration, si je peux le dire comme ça, quoi. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire une petite réflexion ensemble. C'est sûr que ça sera peut-être difficile pour certains, mais très facile pour d'autres. Nous allons commencer par réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui serait interdit dans votre culture? Qu'est-ce qui se raconte autour des interdits dans votre culture? Et qu'est-ce qui serait interdit dans votre culture? La deuxième des choses, c'est pourquoi cela est-il interdit dans votre culture, dans votre coutume? Pourquoi cela est-il interdit? La troisième des choses, est-ce que vous croyez réellement que ces interdits existent? Est-ce que vous croyez que ce qu'on vous dit est interdit est réellement interdit, réellement dans la vie pratique? Allons commencer. Je disais, nous allons commencer par quelques définitions pour essayer de fixer un peu la matière et bien avancer dans ce que nous serons en train de présenter. Premièrement, nous allons définir une aire protégée. Une aire protégée, ça c'est une définition qui a été proposée par le PAPACO. Une aire protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu et dédié et géré par tous moyens efficaces, juridiques autres, afin de favoriser la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liées. C'est sûr que tout le monde connaît ce qu'on appelle services écosystémiques. Je vais quand même revenir sur les mots-clés qui ont été proposés. Nous avons les termes comme un espace géographique clairement défini. Ça signifie que les territoires, les limites de l'aire protégée sont vraiment bien connus. Le deuxième élément, c'est qu'on dit qu'il est reconnu. On va parler d'aire protégée lorsque non seulement les limites sont définies, mais également l'espace est reconnu par une autorité
politiques, par des organisations non gouvernementales ou bien même par la population locale. Troisièmement, on dit que l'air protégé est géré, c'est-à-dire que des décisions sont prises sur la gestion de cet air protégé, de cet espace-là. Et puis, enfin, nous avons la conservation de la nature. La conservation de la nature, c'est-à-dire préserver l'environnement comme un tout in situ, c'est-à-dire sur place et sur le long terme. La deuxième des choses, c'est que qu'est-ce qu'on appelle le savoir endogène? Nous avons vérifié la définition qui a été proposée par Tourneux en 2019. Il dit que le savoir endogène évoque des questions en les désignant comme les produits internes tirés du fond des cultures propres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, les savoirs endogènes se présentent, on parlera de savoirs endogènes dans une configuration culturelle donnée, une connaissance vécue par une société comme partie intégrante de son héritage. En d'autres termes, vous allez comprendre que les savoirs endogènes se transmettent de génération en génération parce que c'est ancré au niveau de la culture, c'est culturel, les savoirs endogènes. Par opposition aux savoirs exogènes qui viennent de l'extérieur. Alors, nous allons également parler de la conservation de la biodiversité. Et là, je vais me référer sur le code forestier de la République démocratique du Congo. Là, on dit que on parle de la conservation lorsqu'il y a un ensemble de mesures de gestion susceptibles de permettre une gestion durable des ressources et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration. Nous avons également ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est quoi? En français facile, la définition que j'aime utiliser, c'est que la biodiversité, c'est simplement la variabilité des formes de vie sur la Terre. Elle se définit à trois niveaux. Nous avons ce qu'on appelle la diversité génétique, c'est au niveau des gènes, même au niveau de l'espèce humaine, nous avons des, des noirs, nous avons des blancs, même au sein d'une même famille, comme vous pouvez le voir sur la dia, nous avons des chats qui sont issus de l'espèce chat, mais avec des races qui sont variables. Nous avons le maïs, plusieurs, ça c'est le maïs, mais nous avons le maïs avec des grains rouges, d'autres avec des grains jaunes, et ainsi de suite. Et puis nous avons de l'autre côté une image qui présente un ensemble de papillons, une même espèce, mais des gènes qui sont différents. Nous avons ensuite ce qu'on appelle la diversité spécifique. Là, on voit les espèces maintenant, la variabilité des espèces, comme vous pouvez le voir sur l'image, les images, pardon. Nous avons une variabilité qui est euh, même au niveau animal ou au niveau végétal, nous avons la diversité spécifique. Nous avons également ce qu'on appelle la diversité écosystémique et fait référence aux différents écosystèmes que nous pouvons trouver à la surface de la Terre. Alors, partons de l'hypothèse selon laquelle tout le monde a compris un peu, a retenu plus ou moins les différentes définitions que nous avons proposées, parce que ça va nous aider dans l'avancement de notre présentation. Parlons un peu du contexte dans lequel nous allons nous situer pour, euh, voilà, essayer de comprendre un peu ce que nous sommes en train de présenter. Alors, depuis la nuit des temps déjà, la pratique consistant à réserver des parcelles comme étant des espaces qui sont sacrés et inviolés, elle est vraiment répandue à travers les cultures indigènes du monde entier. Partant de la civilisation africaine en passant par celle asiatique ou romaine ou grecque, en tout cas, la littérature signale que la préservation de la biodiversité elle est à travers la création des sites qui sont protégés, date de super très longtemps. On estime qu'il existe euh, des milliers de sites, des systèmes de croyances autour du globe, et beaucoup d'entre eux ont une éthique en ce qui concerne la conservation. Déjà, dans un article publié par Ambrasier, si j'ai bien prononcé aussi son nom, en Inde, lui, il a dit que déjà en Inde, on trouve déjà 100 000, plus de 100 000 zones qui sont protégées uniquement sur base
de la culture et des savoirs qui sont indigènes, c'est-à-dire les savoirs qui sont locaux. Alors, ces petites parcelles qui sont souvent protégées en se basant sur les connaissances locales, en se basant sur les coutumes, sont appelées des sites naturels qui sont sacrés. Alors, ces sites sont définis comme étant des aires terrestres ou aquatiques qui ont une importance spirituelle spéciale pour des peuples ou pour des communautés. Pour de nombreux peuples, les sites naturels sont des aires, n'est-ce pas, où la nature entre en communication. Les humains ont la possibilité d'entrer en nature, en communion avec la nature, la connexion avec l'univers et les autres aussi pensent que ces sites-là peuvent être des séjours des divinités. Lorsque vous voulez aller prier, vous posez juste, vous allez juste dans la nature, et ainsi de suite. Et là, vous allez prier tranquillement parce que les dieux sont dans votre zone. Nous avons également d'autres qui pensent que ce sont des lieux saints établis par des chefs spirituels qui sont des visionnaires. Alors, ces sites également peuvent être des lieux qui sont spécifiques pour des cérémonies d'intronisation, par exemple, des rois ou des reines, des sites de contemplation, pourquoi pas, des sites de prière ou de méditation, des sites aussi qui sont tels que, à un certain âge, les adultes, lorsque vous atteignez un certain âge, vous êtes obligé de passer un certain temps dans un site naturel qui est considéré comme sacré en se basant sur les connaissances euh, locales. Alors, ils peuvent également avoir une valeur séculaire pour l'histoire, la culture, la relaxation et l'amusement. Alors, en raison de ces valeurs culturelles évoquées précédemment, les restrictions d'accès ou d'usage à ces sites sont souvent d'application. Ne peut entrer dans ces sites-là que les personnes qui sont, par exemple, initiées à la culture, ne peuvent participer, ne peuvent prélever, par exemple, des histoires de pharmacopée dans ces sites sacrés que des personnes qui maîtrisent exactement la coutume, ainsi de suite. Sur base de ces restrictions-là, de nombreux sites restent dans un état naturel ou presque parce que la fréquentation, l'entrée, la pénétration dans ces sites est totalement réduite. Là, les perturbations humaines sont réduites, voire inexistantes, parce que voilà, il y a des bases culturelles qui interdisent cela. Alors, la gestion, elle peut être prudente sur le long terme. En ce sens, beaucoup des sites ont survécu à la dégradation environnementale parce que ancrés sur les valeurs culturelles et les croyances locales. Et parmi ces sites figurent ce que nous connaissons, ce qu'on appelle, je suppose que qu'au moins on a déjà entendu parler de ce qu'on appelle les forêts sacrées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle forêt sacrée? D'abord, je vais présenter pour dire que dans la littérature, il existe une littérature super abondante qui nous parle exclusivement des forêts sacrées. On en répertorie partout, alors partout au monde. Nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment très répandu, la littérature sur les forêts sacrées. On en a également trouvé en Inde, comme je le disais précédemment. Il y a un article qui dit que nous avons plus de 100 000 forêts sacrées en Inde. On en trouve également bref, on en a vraiment, alors vraiment partout, et ce qu'on appelle les forêts sacrées. Alors, comprendre également les forêts sacrées, je peux peut-être aussi recommander ceci, n'est-ce pas? Il y a deux films qui sont super intéressants que l'on peut suivre. Le premier, et évidemment qu'il y en a d'autres. Le premier, c'est quoi? On parle de quoi? On parle de Les forêts sacrées, l'ingénieuse invention des ancêtres pour préserver la biodiversité. Ça, c'est un film qui a été tourné dans les forêts sacrées au Cameroun. Et il y a un autre film là où on parle de la conservation des forêts sacrées de Tan Hunzun. J'espère que j'ai pas massacré le nom. Ça, c'est au niveau du Bénin. Alors, ce sont des illustrations que, de fois, on utilise pour essayer de faire un peu comprendre aux gens
qu'est-ce qui se passe, quelles connaissances se cachent derrière l'existence des forêts sacrées. Ce sont des films vraiment intéressants que vous trouvez suivre sur YouTube et c'est seulement maximum 7 minutes pour les deux. Il y a un film de 5 minutes et l'autre de 7 minutes. C'est vraiment édifiant lorsqu'on suit ce genre de films. Alors, les forêts sacrées sont des forêts qui sont conservées par les communautés traditionnelles sur base des pratiques socioculturelles et religieuses. On l'a dit précédemment, les forêts sacrées font également partie de ce qu'on appelle les sites qui sont sacrés. Alors, depuis les sociétés, comme je le disais, des sociétés grecques, des sociétés africaines, il y a toujours l'existence des forêts sacrées date de très longtemps. Certains auteurs pensent même qu'elles représentent les plus anciennes aires protégées de la planète. Vous allez vous rappeler que lorsque nous avions défini les aires protégées, la toute première définition, on a parlé de aires protégées. On a dit que c'est un espace qui est d'abord, les limites sont connues. Eh bien, dans le contexte des forêts sacrées aussi, on sait ça commence par où et ça se finit par où. On a vu également que c'est reconnu. Les populations locales qui ont instauré le site ou la forêt sacrée connaissent exactement que à tel endroit nous avons une forêt sacrée. Ça, c'est connu de tout le monde que à tel niveau nous avons une forêt sacrée. Le troisième élément, c'est que nous avions dit que les forêts sont gérées, c'est-à-dire des décisions sont prises sur la gestion de ces forêts-là. En ce sens, vous allez vous rendre compte que même dans le contexte de forêt sacrée, il y a des décisions de gestion qui sont prises parce que, pardon, parce que c'est pas tout le monde qui est autorisé à entrer dans les forêts sacrées, parce que c'est pas tout le monde l'accès à ces forêts sacrées est dicté par certaines règles coutumières, par exemple, ce qui fait que tout le monde n'est pas autorisé d'y pénétrer. Et puis, la conservation in situ, on l'a également dit, c'est que, en ce sens, lorsque les pénétrations sont interdites, lorsque les pénétrations sont interdites dans le forêt sacré, euh, la conservation de la biodiversité est vraiment assurée au niveau sur place lorsqu'on parle de la conservation à travers les forêts sacrées. Alors, euh, elle recèle une quantité importante d'espèces végétales et animales dont l'importance pour l'humanité et plus généralement pour les écosystèmes entier et manifeste. Tout le monde connaît que, voilà, lorsque la conservation est faite in situ, la biodiversité est vraiment bien gérée, qu'elle soit à la fois animale, qu'elle soit à la fois végétale. Animal, les animaux bénéficient de cette conservation parce qu'il n'y aura pas de dégradation de leur habitat et en ce sens, la conservation sera assurée sur le long terme. Alors, dans certains endroits, comme le soulignent certains auteurs, les forêts sacrées représentent ou restent pratiquement les seuls témoins de la végétation originelle existante, tellement la dégradation forestière s'est instaurée presque partout. Dans certains endroits, en se basant sur la coutume, la dégradation forestière est limitée au niveau des forêts sacrées. Malheureusement, ces exemples de gestion locale de la biodiversité sont soumis aujourd'hui à de nombreuses pressions. Cette observation a été faite pratiquement partout au niveau du monde, presque partout. Les forêts sacrées, comme l'ensemble des écosystèmes naturels forestiers, avec les phénomènes de dégradation ou de la déforestation, ces forêts ne sont malheureusement pas aussi épargnées. Parmi les raisons qui vont à ce que les pressions existent sur ces forêts sacrées, il y a entre autres nous avons ce qu'on appelle, j'imagine que vous l'avez déjà remarqué, au nom de Jésus, si vous faites ceci, ça signifie que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est ceci dans le temps est aboli. Au nom de Jésus, tout ce que vous aviez comme coutume, tradition, etc., est détruit. Alors, parmi les éléments qui font à ce que les forêts sacrées, la gestion des forêts sacrées soit fragilisée, nous avons entre autres les connaissances, l'avènement de nouvelles religions, les mutations socioculturelles qui s'observent actuellement à travers ce qu'on a présenté là-bas. J'ai essayé un peu d'illustrer les différentes religions qui sont installées dans le monde.
Il y a également des gens qui disent qu'avec la mondialisation, le fait que les gens commencent à étudier beaucoup aussi, mais qu'on commence à mettre beaucoup de philosophie dans les connaissances, en ce sens, les forêts sacrées, la gestion basée sur les connaissances naturelles, enfin, la gestion basée sur les savoirs endogènes a tendance à perdre son pouvoir, son efficacité. De l'autre côté, nous avons également la raréfaction des terres arables qui est pratiquement partout observée, principalement dans les régions tropicales. Nous avons la raréfaction des terres arables qui conduit à la dégradation, à la disparition de ces forêts sacrées. J'ai peut-être oublié de signaler que les forêts sacrées ne sont pas obligatoirement des étendues de forêt qui peuvent couvrir par exemple des milliers d'hectares. Les forêts sacrées partent souvent, ce sont deux fois de petites superficies qui partent deux fois d'un petit arbre jusqu'à des milliers de kilomètres. Alors, euh, nous avons également les mutations socioculturelles, comme on en a parlé. Tout cela a comme corollaire la dégradation de ces entités forestières. En ce sens, il y a donc lieu de s'inquiéter de la disparition de ces forêts parce que les mutations socioculturelles, la pression anthropique a fait assez que les savoirs endogènes sont, à travers la conservation due à la protection des forêts sacrées, est en train de disparaître. Alors, nous allons revenir. Deuxième question. Quels sont les mécanismes que l'on peut mettre en place pour protéger ces forêts-là? Parce qu'on l'a dit, ils fournissent ce qu'on a appelé les services écosystémiques. Pour rappel, nous avons quatre types de services écosystémiques. Nous avons les services d'approvisionnement, nous avons les services de régulation, nous avons les services de soutien, nous avons les services socioculturels. Nous allons nous rendre compte que les forêts sacrées fournissent pratiquement tous ces services écosystémiques qui leur sont reconnus. Alors, comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les mécanismes de protection de ces forêts sacrées? Évidemment, la réflexion veut assez qu'on puisse mettre en place des stratégies nationales de conservation de forêts en se basant sur les résultats de la recherche. Pourquoi je dis qu'il faut se baser sur les résultats de la recherche? Parce que on va déterminer si on va amener un appui national là où les forêts sacrées se trouvent en se basant sur les connaissances locales enfin, en se basant sur les résultats de la recherche. Ça, c'est parmi les éléments qu'il faut tenir en compte. Par exemple, nous avons en Chine, il y a un auteur dans le nord-ouest de la Chine, en Yunnan principalement. On nous dit qu'il y a des organisations qui ont contribué, notamment le WWF, qui a contribué à intégrer au niveau national la protection de forêts sacrées dans les systèmes de gestion des aires protégées. Au Bénin, nous avons un programme qu'on appelle le PIFSAP, qui a été mis en place notamment avec l'appui des organisations non gouvernementales dans la protection des forêts sacrées, des sites sacrés, des forêts sacrées pour notamment permettre à la population de continuer à bénéficier des biens et des services fournis par ces forêts. En RDC, nous avons ce qu'on appelle les APAC. Les APAC qui sont les aires et les territoires de patrimoine autochtones et communautaires qui sont en train d'être intégrés dans les stratégies nationales de protection, de valorisation des savoirs endogènes pour la protection des forêts sacrées, des sites sacrés en général. Il n'y a pas longtemps, on a suivi qu'il y a d'ailleurs trois forêts sacrées du côté, trois sites sacrés, les forêts sacrées, qui ont bénéficié d'un édit provincial les reconnaissant comme des sites qui seraient protégés, notamment en se basant sur les coutumes, il y a les us locales. Au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle les AMEC, les autres mécanismes efficaces de la autres mécanismes efficaces de conservation qui ont été d'ailleurs repris à l'année lors de la dernière conférence sur la diversité biologique à Montréal. Dans le rapport, il y a le point, si j'ai bonne mémoire, le point 8,
qui reconnaît qu'il faudrait aussi une valorisation des savoirs endogènes, des connaissances locales basées sur la culture pour essayer de procéder à la protection de la biodiversité, notamment en se basant sur la culture et les savoirs locaux. Alors, les interdits maintenant. Alors, nous allons revenir un peu sur notre présentation, notre question de départ. Revenons un peu ici. Alors, je ne sais pas si, Laetitia, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écrit dans le box. Est-ce qu'il y a des réponses qui sont dans le box que nous pouvons lire, deux ou trois? Ok. Euh, oui, il y a des réponses dans le chat box. Je vais aller les lire maintenant là. Oui, Mhm. Ok, je remonte. Ok. euh, Ok, la première intervention, c'est moi. oui, Ici, bon, c'est pas très vraiment lié à la conservation, mais c'est la seule interdiction dont je me souvenais, c'était de ne pas balayer la maison la nuit. Et puis après, moi, ok, c'est Monsieur David Mouloumé qui dit que dans ma oui, culture, qui est la tienne aussi, il est interdit pour les sûrement la femmes mienne. Oui. de manger le gésier. Je crois Alors, personnellement pourquoi? que c'est une construction sociale. Oui, Désolée. oui. Je crois personnellement que c'est une construction sociale. J'ai autorisé à ma Mhm. femme de consommer parce que Alors, déjà, vous comprenez déjà que déjà lui, lui, il est contre les interdits, n'est-ce pas? Hmm, Oui. Ça signifie ok. qu'il n'y croit même pas. Yeah, exactement. Oui. Et on a Gina, je crois que c'est Gina, qui dit que dans Oui. sa culture, il est interdit d'avaler les graines de citron. Oui, ah oui, pas ça va pousser dans le ventre, j'imagine. Elle ne dit pas pourquoi. Et Oui. on a Nancy Kalala qui dit les hommes ne mangent pas par terre de peur d'avoir des seins. Ah, voilà. Vous voyez un peu. Là, ce sont les interdits. Et nous, on nous disait que les hommes ne peuvent pas manger la nourriture qui est restée dans les casséroles par peur d'avoir justement les seins. Voilà. Wow. En d'autres termes, si vous comprenez bien, dans chaque culture, il y a ces interdits-là. On vous dit que non, voilà. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit de manger le gésier, comme l'a dit David. Par exemple, dans certaines cultures, on a dit aussi que les femmes n'ont pas le droit de prendre les œufs parce que d'après ces cultures-là, les femmes, elles risqueraient de mettre au monde des enfants qui n'ont pas de cheveux, qui sont chauves. Dans d'autres encore, on vous dira que les femmes n'ont pas le droit de prendre, de manger la viande de porc parce que le risque est qu'elles auront des règles qui seront douloureuses et perpétuelles. Ça, c'est d'après les cultures. Hmm. Merci beaucoup pour leur intervention dans le box. Hmm. Alors, Il y je a, veux il y a- il y partager, a d'autres oui, interventions, vous pouvez le lire plus tard. Hmm. oui, 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 plus tard. Oui, merci beaucoup. Alors, je veux partager ce document qui se trouve aussi en ligne, là où on nous parle un peu de l'apport de la culture Lega. C'est une tribu de l'Est de la RDC à la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Alors, dans ce document, eux, ils définissent il y a un terme défini par les gardiens de coutume, on parle de Muzombo. Dans le langage local, on parle de Muzombo. Le Muzombo qui est défini comme une faute super grave commise par une personne ayant posé un acte interdit par les gardiens de la coutume léga. Parmi les actes interdits, par exemple, dans la coutume léga, nous avons ce qu'on parle de battre une femme en état de grossesse, par exemple, faire usage des produits toxiques dans des rivières, des étangs, des ruisseaux, ou capturer des poissons, abattre une essence forestière protégée, etc. Chez eux, ça, ils qualifient de fautes graves et ces fautes graves-là sont passibles des sanctions. Alors, quelles sanctions? Ce sont des sanctions qui sont souvent d'ordre mythique. Notamment, on va vous dire que non, voilà,
vous allez mourir, par exemple. Si vous faites ceci, vous allez mourir. Si vous ne faites pas cela, vous allez mourir. Si c'est pas vous, pardon, si c'est pas vous, c'est un membre de votre famille qui va perdre la vie. Pardon, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans le même document, ils ont souligné un ensemble d'espèces animales et végétales qui, dans la culture, les gars, ils qualifient de si vous coupez ou si vous mangez ces animaux ces arbres, ces espèces d'arbres qui sont interdites, chez eux, vous serez directement passible de Muzombo. Il y a tout un ensemble d'espèces qui sont citées là-bas. À gauche, nous avons présenté des espèces végétales et à droite, nous avons présenté des espèces qui sont animales. Alors, parmi les punitions, la conséquence, il y a, c'est que je disais, il y a la mort des hommes, à savoir l'auteur de la faute grave ou le membre de sa famille, et cela de plusieurs manières différentes. Il peut t'arriver, par exemple, que non, voilà, tu es pas, tu es en route et voilà, il y a une moto qui te cogne et tu es mort comme ça, ou carrément tu es foudroyé et tu es mort comme ça. Et je me rappelle aussi en passant, je me rappelle d'une histoire là où on nous disait que de ce côté-là, il y a un monsieur qui avait transgressé qui avait fait le muzombo, et en ayant transgressé la règle fixée par la coutume, il y a une voix qui est sortie de la forêt et qui a commencé à crier le nom de ce monsieur dans le village en disant que non, voilà, messieurs, en tout cas, tu dois quitter cette terre ici. Dans le cas contraire, et tu pars en courant, dès que tu t'arrêtes, tu meurs. Ça, c'est la coutume, ça, c'est d'après les histoires qui nous étaient racontées. Pourquoi? Parce que il a transgressé les interdits. Donc, il doit courir toute sa vie. Dès qu'il s'arrête, lui, il est mort. Alors, je ne sais pas, à vous d'apprécier. Alors, l'autre élément, c'est que nous avons un aîné à moi, Lionel Bissi, moi, qui a publié également un document, deuxième exemple, qui a publié un document dans une étude qui a été conduite dans la réserve de Rubitele. Il a essayé un peu de retracer dans la coutume des populations qui habitent autour de la réserve de Rubitele, c'est en RDC, du côté de Chopo. Alors, il y a un truc qui m'avait intéressé, c'est la tribu qu'on appelle les Bangelema, par exemple. Il y a un mot, Akalikai Angile, je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé le nom. On dit qu'une femme ne doit pas manger la tortue. Vous voyez déjà qu'il y a au sein même de la culture de la tribu Bangelema, des interdits qui interdisent totalement à la femme de prendre quelque chose. Et dans le même document, qui est super intéressant aussi de BC, mois de 2021, en ligne disponible, dans le même document, c'est ce qui m'a aussi tapé à l'œil, c'est que dans la même région, il y a des termes qui sont issus de la tradition, qui sont connus depuis longtemps. Et dans ces termes-là, on nous parle de quoi? On parle en fait de la gestion durable des forêts, qui sont des termes qui sont utilisés de manière traditionnelle qui sont connus dans le langage local, mais qui parlent d'une utilisation, une gestion durable des ressources naturelles. Et ça, c'est vraiment frappant. Et ça m'a poussé à confirmer l'hypothèse selon laquelle il y a des termes qui semblent être nouveaux actuellement, mais dont les connaissances sont ancrées et il faut les trouver pratiquement dans le passé. Alors, les animaux totems, vous connaissez, n'est-ce pas, les animaux totems, ce sont les animaux qui sont considérés comme l'animal ancêtre, le protecteur d'un clan. Et si vous transgressez, il fait objet de tabous, ainsi de suite. Je sais que dans le monde du football en Afrique, c'est vraiment, alors vraiment répandu. Chez les scouts également, nous avons des totems, des gens qui s'appellent Serval, des gens qui s'appellent non, moi je suis le lion, moi je suis je ne sais pas qui. Dans le monde du football, vous allez trouver les lions indomptables, vous allez trouver les lions de la Teranga, les lions de l'Atlas, sans oublier les léopards de la RDC, ainsi de suite. On ne sait pas si on choisit les noms pour nous faire peur ou pour nous montrer un peu leur puissance. Alors, une petite histoire, sûrement que s'il y a mes collègues de l'université de Kisangani qui me suivent ici, qui peut-être peuvent se rappeler de l'histoire des animaux totems. Autrefois, il y avait un roi
qui appartenait à, qui était, qui était dirigeant d'un royaume super puissant. Et il y avait à côté de lui un royaume qui n'était pas aussi fort que ça. Et puis à chaque fois, il y avait des conflits entre les deux, des conflits entre les deux. Et puis les deux rois, tellement ils avaient pris de l'âge, ils se sont décidés quand même de battre un peu en retraite et limiter le bain de sang à chaque fois. Ils se sont décidés de se mettre ensemble et puis essayer un peu de raconter, de trouver un terrain d'entente. Alors le roi fort a décidé, en signe de bonne foi, de se déplacer pour aller se rendre dans le royaume qui n'était pas aussi fort que ça. En arrivant là, ils ont scellé des accords, ils ont signé des traités, ainsi de suite. Alors, ils ont fini, ils ont fait de festins. Alors, le vieux roi, le roi fort a décidé dans la soirée de rentrer maintenant dans son royaume pour annoncer que le bain de sang entre les deux royaumes était fini, qu'ils avaient scellé des accords. À son retour, le roi du petit royaume à côté s'était dit que non, voilà, si je parvenais peut-être à tuer le roi à son retour, le roi fort à son retour, ça peut me rassurer, ça peut montrer aux autres royaumes que maintenant moi aussi je suis fort. Alors le roi fort, en rentrant dans son village, il y avait des flaques d'eau. Il y avait des flaques d'eau là où ils sont passés le soir, et le soir, il y avait des crapauds qui coassaient. Le soir, les crapauds coassaient, et puis quand le roi, à distance, ils entendaient les crapauds coasser, mais lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit-là, les crapauds ont totalement cessé du bruit. Le roi est passé, et puis après quelques mètres, les crapauds ont continué à coasser. Après quelques mètres, ils se sont rendus compte en fait que derrière eux, les crapauds ne coassaient plus. Alors ils se sont dit, là, il doit y avoir un problème. Ils se sont cachés pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. Ils se sont cachés dans le boisement, dans les herbes, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. En fait, ils étaient poursuivis par l'armée du royaume de là où ils venaient. En ce sens-là, ils, ils- ils ont pris l'armée de l'autre royaume en embuscade et en prenant l'armée de l'autre royaume en embuscade, ils ont tué tout le monde et après, ils sont rentrés chez eux et ils ont aboli pratiquement le traité de paix qu'ils avaient signé avec le royaume précédent. Et le roi, en arrivant chez lui, il s'est dit, c'est le crapaud, grâce au crapaud, c'est le crapaud qui m'a sauvé la vie. Grâce au coassement des crapauds, je suis en vie maintenant. Et par le pouvoir qui m'a été conféré, désormais dans notre royaume, l'animal totem sera le crapaud. En ce sens-là, dans la région, personne ne s'est plus donné le courage d'écraser ou de tuer les crapauds parce que protégé par la coutume. OK? Pour revenir sur quoi? Pour dire que ce sont des connaissances favorables à la biodiversité, à la, lorsqu'on protège l'habitat, n'est-ce pas, on va également contribuer à la protection de la faune qui habite cet habitat-là. Mais on a compris tous ensemble dès le départ que ces ensembles de connaissances, je suis sûr et certain que dans l'audience qui me suit, il y a de ces gens-là qui disent que c'est un peu banal comme histoire, je sais, mais ce sont des connaissances qui ont contribué au fil des années à la protection de la biodiversité parce que nos ancêtres, nos grands-parents y ont cru et ils ont donné leur vie à cela. En bref, les savoirs endogènes ont contribué à la protection de la biodiversité à travers l'instauration des sites sacrés parmi lesquels nous avons les forêts sacrées. Nous avons également les animaux totems et nous avons les interdits culturaux. Les animaux totems aident à la protection des habitats, mais également les interdits culturaux qui aidaient à réduire la pression sur les ressources naturelles. Au fil des années, ces méthodes de conservation se sont vraiment montrées efficaces et ils ont contribué à la protection de la biodiversité, tant animale que végétale. À certains endroits, ils sont caractérisés par une forte biodiversité et constituent de fois le dernier refuge de la flore, de la faune caractéristique d'une région. Mais malheureusement, ces exemples de conservation basés sur la diversité, sur la conservation
ont tendance à perdre leur efficacité. Parmi les facteurs qui font assez que ces éléments perdent leur efficacité, c'est que nous avons ce culturel, la mondialisation, et certaines personnes disent même que le fait que les gens commencent à aller trop à l'école, ils deviennent un peu philosophes pour mettre tout en doute. Et des cas de dégradation de ces écosystèmes naturels sont signalés pratiquement partout dans le monde. Face à cette situation de dégradation, il serait peut-être important que l'on puisse réfléchir dans le sens de la préservation de ces espaces-là en se basant sur les résultats des recherches scientifiques. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Un petit message pour la soirée, pour les amoureux de la conservation, c'est que l'application stricte à ce jour de ces savoirs endogènes ne semble pas être vraiment réaliste et leur rejet en bloc n'étant pas vraiment salutaire, la possibilité de les conserver à travers leurs valeurs positives et favorables à la conservation et donc à exploiter. Ça, c'est une phrase qui a été publiée dans un document du professeur Maindo à travers Tropenbos et j'ai copié le texte pour venir le passer ici comme le message de la soirée. Quelques références que nous avons consultées. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Vos questions et observations et suggestions sont les bienvenues. Merci beaucoup. On va donner la parole à Monsieur Mambo. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Waba. Moi, c'est plus une contribution de M. Moutouedou. Alors, c'est à deux niveaux. Moi, je pense parmi les mesures, comme il a parlé des mesures maintenant pour la bonne gestion de ces forêts sacrées, il y a un aspect réglementaire. Ça, c'est, je pense aussi, c'est l'urgence. Parce que la plupart des textes, même quand on parle de la politique forestière et tous nos textes de conservation, ne mentionnent nullement les forêts sacrées. Mais il y a bien évidemment des défis à ce niveau-là, avec comment concilier l'administration forestière qui gère les forêts, la plupart des forêts du pays, mais aussi avec la coutume, parce que les forêts sacrées sont gérées plutôt par la coutume. Donc, c'est quand même des réflexion à faire à ce niveau-là et je pense comment nous allons concilier au local puis la bonne préservation de ces forêts. Alors, il a parlé aussi des APAC quand même qui sont quand même en cours d'essai, je dirais, au niveau de la RDC. Il y a certaines initiatives déjà et d'ailleurs récemment un programme de la GIZ de la Pirée de Manième a aussi octroyé, a appuyé certaines communautés à avoir d'arrêter. Je pense que c'est quand même des initiatives qui nécessitent aussi d'être encouragées et peut-être appuyées dans ce sens. Ma deuxième contribution en termes de mesures aussi, c'est qu'il faut aussi quand même réfléchir à des mesures incitatives sur les plans économiques. Je m'explique. Euh, Quand on parle actuellement de toutes les questions de protection de l'environnement et de conservation, nous voulons aussi quand même lier tout cela aux aspects de développement durable, où nous voulons quand même que toutes les questions d'économie, de social, mais aussi d'environnement puissent aller ensemble. Et les forêts sacrées, en tout cas, je pense aussi que c'est au niveau peut-être du pays de réfléchir à comment encourager les communautés qui sauvegardent leurs forêts sacrées. Et ça peut être aussi une mesure incitative. Peut-être que certains vont dire que moi, je ne crois pas trop à la culture ou à la coutume, mais au moins ils sauront qu'indirectement, si la forêt elle est protégée, il y aura des avantages qui peuvent revenir plus tard à notre communauté. Les crédits carbone, que ce soit d'autres mécanismes incitatifs, je pense que ça peut être des bonnes discussions par rapport à tout ça. Voilà, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Monsieur Mambo, pour vos Merci beaucoup, commentaires. Abba. Ouais. Monsieur Eli, vous avez la parole si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Monsieur Mambo vient de mentionner. Mais- non, il a tout vrai. En tout cas, il a tout vrai. Simplement, je voulais mentionner que lorsqu'il parlait de Pirée, de Maniema, en fait, il donne des exemples de la RDC. Euh,
En tout cas, il a tout vrai. Les textes réglementaires, justement, c'est parmi aussi les défis de la décentralisation, si j'ai bonne mémoire, en République démocratique du Congo. Il y a les coutumiers qui disent que voilà, les textes, ils ont ravi leurs droits, leur pouvoir d'utilisation, leur pouvoir sur la terre. Je pense que, comme il a souligné, parmi les défis, il y a notamment les textes réglementaires. Quand est-ce que les autorités prennent des questions en charge? Quand est-ce que le pouvoir coutumier prend des questions en charge? Parmi les mesures incitatives sur le plan économique, je suis également d'accord, totalement d'accord avec lui. S'il y a, par exemple, le crédit carbone, mais simplement, la seule difficulté peut-être que peuvent avoir les communautés locales dans ce processus-là, c'est que le processus d'obtention du crédit carbone, c'est quelque chose qui prend beaucoup plus enfin, beaucoup de moyens. Ça nécessite vraiment qu'ils puissent avoir un accompagnement peut-être soit de pouvoir public, soit des organisations locales ou internationales pour que les communautés locales, si je parle de l'hypothèse selon laquelle elles n'ont pas suffisamment de moyens, qu'ils soient un peu accompagnés pour que voilà, les gens bénéficient un peu de ces retombées, de ces mesures incitatives pour la conservation à travers des bénéfices qui seraient économiques. Je suis totalement d'accord avec M. Mambo. Merci beaucoup pour sa contribution. Ok. Merci, merci bien. J'ai envie de lire des commentaires dans le chat box. Il y a Madame Nancy qui dit vraiment, elle vous donne une note sur 10. Donc, elle vous a donné une note de 100 millions, je crois, sur 10. Elle dit, vous avez Ah, vraiment 100 millions sur 10. Très bonne présentation. merci. Bien. Et je pense que Merci là, beaucoup, Madame vraiment, Nancy. elle s'exprime pour nous tous. Et puis, Monsieur Francis Baloula qui dit, moi, j'ai beaucoup appris à travers les histoires et je me dis que ceci ferait le travail à la place de Monsieur Elie. Et donc, on a aussi Madame Béat, désolée, je vais remonter, à la place de Monsieur Elie, surtout pour apprendre ces choses aux jeunes gens et enfants. Il faut faire vivre les fables parce que ces livres parce que ces livres ont toutes ces connaissances. Travaillez-vous avec des écoles dans les endroits reculés? Donc, il demande si vous travaillez avec des écoles dans les endroits reculés. Alors, actuellement, non. Actuellement, non, on ne travaille pas avec les écoles, mais c'est quelque chose, on y réfléchit, on y réfléchit. Ça nous a, voilà, on a pris goût un peu dans la conservation basée sur les savoirs endogènes. On pense que, en tout cas, on y réfléchit pour essayer un peu de faire revivre le fable. Merci beaucoup pour la contribution j'ai oublié le nom, désolé. Merci en tout cas, merci beaucoup pour la contribution. Mais je pense que nous allons ça va arriver. C'est parmi les initiatives qui sont en train d'être développées, les connaissances endogènes. Voilà, on va y arriver au niveau local. Je pense qu'on va y arriver. Revenir à la base. Monsieur Francis, j'espère que vous avez eu votre réponse. Ah, On a Monsieur la main, Francis. oui, on a la main je vois Monsieur Kakoulé, l'un de nos fidèles collaborateurs. Je vois que sa main est Ouais. levée parmi l'audience, donc je vais donner la parole à Monsieur Kakoulé. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question, Monsieur Kakoulé. Merci pour l'accord de la parole. Vraiment, nous saluons les bravoures du président. Tellement intéressant, comme disaient nos prédécesseurs. Et ça nous rappelle aussi les bons moments vécus lors du premier congrès africain des peuples autochtones et communautés locales pour la conservation qui s'est tenu en Namibie, sous l'appui et l'accompagnement des TIZ, où on a montré combien de fois il y a des connaissances androgènes qui sont censées être vulgarisées, mais qui sont toujours enterrées. Où on a suggéré plus de storytelling, afin que ça puisse encore plus impacter positivement nos communautés. Et à la suite, vous avez bien évoqué une très bonne question là des aires protégées, où on a retrouvé que la plupart de nos aires protégées, les communautés locales sont des observateurs, ils ne sont pas considérés comme des parties prenantes, et ce qui fait qu'on sait que la conservation n'arrive pas à retrouver son vrai sens dans le vrai, et que c'était revenu au combat de
tout le monde pour qu'on puisse voir comment les communautés locales doivent être des parties prenantes au processus, je dirais que même dans le processus de la gouvernance des aires protégées, afin que toutes les connaissances endogènes et bien d'autres pratiques qui soient aussi découvertes. Parce que si moi, personnellement, si je pouvais le dire, l'apiculture aussi fait Oui, partie des connaissances endogènes des communautés et qui tout fait à fait. que la plupart des communautés puissent survivre, comme le cas de ce que nous sommes en train de vivre, et que la Oui, plupart des gens ils savent et que grâce à cette apiculture, je peux aussi avoir 2 mots à dire français ou anglais avec vous. D'autant plus que c'est une activité de mon père depuis 74 jusqu'à maintenant. Et depuis l'âge de mhm, 11 ans, je les suis. Et nous vous invitons ouais, bien sûr aussi à pouvoir aussi découvrir bien d'autres compétences ou potentiels en apiculture pour les 20 mai auxquels Chance Cru ne pourra partager. Alors, ma seule question, ouais. c'est de voir, c'est de demander, est-ce possible que au vu de toutes ces recherches, qu'on puisse disposer de certains de vos outils ici, afin que ça puisse aussi aider bien d'autres pour pouvoir au moins approfondir cette question à guise d'outils, inclut même la présentation du jeu. Ah, d'accord. Euh, que nous puissions partager la présentation avec vous. Oui, oui. Alors là, nous allons en discuter sûrement avec chez Screen Africa et on va dire si ça se fait et puis on va voir si nous pouvons le faire ou pas. Mais merci beaucoup pour l'intervention. J'ai beaucoup aimé et ça m'a poussé un peu à me rappeler du cours que j'ai l'habitude de présenter depuis maintenant de 2 ans, 3 ans maintenant. Il y a le cours de foresterie sociale et savoirs endogènes que je donne. Et justement, votre réflexion m'a poussé maintenant parce que dans la première partie du cours, nous parlons justement des savoirs endogènes et à la fin, on essaie un peu d'évoquer justement le problème de gestion des aires protégées qui s'observe pratiquement partout en RDC, comme en Afrique, les communautés qui se rebellent à tout moment, disant qu'ils ne sont pas consultés, ainsi de suite. Cela nous pousse en fait à chuter maintenant sur les histoires de foresterie communautaire. Alors, en partant des échecs qui ont été observés au départ, on essaie maintenant de recourir à la population pour essayer de faire de la conservation communautaire pour que les gens comprennent un peu qu'on peut à la fois concilier les connaissances locales, mais également contribuer au développement, à la protection de ces aires protégées-là. Je crois que j'ai répondu à la demande. Les outils, on va en discuter en aparté avec les responsables de chez Screen Africa pour savoir si ça se fait. Et puis, on pourra voir si on peut mettre à votre disposition les outils qui ont été utilisés. Merci beaucoup. En général, les présentations sont placées dans on va dire, 1 à 2 semaines qui suivent. Elles sont disponibles sur YouTube. Donc, cette présentation, Monsieur Kakule sera disponible sur YouTube dans à peu près 1 semaine. Maintenant, si, il y a autre chose, peut-être plus précisément que vous souhaitez, on peut toujours en parler plus tard. D'accord. Ok. Merci bien pour votre réponse, Monsieur Eli. Je vais continuer avec le chat box. Madame Béatrice Sikoulou qui dit bravo au présentateur, à Monsieur Moutouedou, travail bien fait. Et Madame Nancy Kalala qui dit pensez-vous que la technologie peut vous servir? Alors, je réponds tout de suite. Yeah. Alors, merci beaucoup à Madame Chico. Merci beaucoup pour les compliments. Alors, Madame Nancy, la technologie, évidemment que la technologie peut beaucoup aider. Je parle principalement des systèmes d'information géographique, des systèmes d'information géographique couplés à la télédétection qui peuvent aider justement à suivre l'évolution des superficies de ces forêts sacrées, par exemple. La surveillance de ces forêts sacrées,
pas, par exemple. Si et seulement si, évidemment, comme l'a souligné M. Mambo, il faudrait que l'on puisse trouver un terrain d'entente entre les, les gestionnaires locaux, évidemment, s'ils veulent aussi, il faut qu'ils acceptent qu'on les accompagne pour que la technologie puisse leur venir en aide. Il y a une étude qui a été publiée par Souma. Il y a Souma, je mets peut-être le nom dans le chat. Il s'appelle Souma de 2021. Souma 2021, il fait recours à, au système d'information géographique et à la télédétection justement pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que évoluent les superficies de forêt. C'était au couloir de Dahomey, si j'ai bonne mémoire. Il essaye un peu de comprendre comment est-ce que les superficies forestières ont évolué dans ce couloir-là. C'est le Togo, l'un des pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire quoi? Pour dire que la technologie peut également être utile pour suivre ces forêts-là. Évidemment, il faut d'abord connaître quelles sont les limites de ces forêts. C'est parmi les défis qui sont, que l'on rencontre au niveau local. Deux fois, on peut apporter la technologie, oui, mais sur quelles limites? Il faut d'abord connaître les limites de ces forêts sacrées-là, et puis il faut avoir l'aval des gestionnaires de ces forêts pour savoir s'ils ont besoin de voilà, de cette technologie-là ou pas. Parce qu'il ne faudrait pas y aller en force. On va connaître les mêmes conséquences que lors de la création des aires protégées, tout ce que nous vivons actuellement comme phénomène. Voilà. Donc, de refus par les populations locales. Ok, merci, Monsieur Eli. Une fois encore, Madame Nancy, dans le chat box, cette présentation était un rappel pour moi. J'aurais dû faire venir mes enfants à cette présentation parce que c'était très bien fait et accommode chaque niveau de connaissance. Vraiment, Merci, merci. Madame Nancy. Et Monsieur Francis Baloula qui dit, comment peut-on intégrer ces connaissances à des cours de sciences? Il faut rajouter cela dans le curriculum. À des cours de... Sciences. Comment peut-on intégrer ces connaissances à des cours de sciences? Alors, je crois l'avoir dit, il y a un cours actuellement dans le programme de la RDC. Nous avons un cours dans le système LMD qui a été instauré il n'y a pas longtemps. Nous avons un cours en gestion de ressources naturelles en bac 2, deuxième année. Il y a un cours intitulé Foresterie sociale et savoirs endogènes. Déjà, vous voyez que nous, on essaie un peu d'intégrer ces savoirs endogènes-là et essayer de faire comprendre à nos étudiants que la conservation, elle se base également sur les savoirs endogènes. Si les parcs sont, c'est toujours ce que j'ai souvent l'habitude de dire malheureusement, si les parcs sont là sur place maintenant, c'est parce que il y a de cela 1000 ans que les populations, les autochtones ont protégé ces parcs-là et on les retrouve maintenant. Évidemment que les besoins ont changé, la pression a changé. Voilà, il faut des mécanismes d'ajustement pour que on ne puisse pas assister à la disparition totale de ces espaces-là. Ok. Et on a une main levée. Avant de continuer avec les questions qui sont dans le chat box, on va prendre la main de Monsieur Oscar Balibi-Beke, qui a sa main levée. Monsieur Oscar, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, merci Madame Laetitia pour la parole accordée. Et justement, j'ai suivi avec attention la présentation de Monsieur Limoutoudou, qui fut autrefois mon professeur, mon enseignant à l'Université catholique de Bukavu. Justement, pour moi, c'est une interpellation, bien sûr. Une interpellation à nous, la nouvelle génération, et vous aussi, le parent qui avez des enfants. Je parle surtout à nous, Africains. Parce que si nous constatons bien ici en Afrique, on a juste l'intention d'imiter la culture d'ailleurs. Nous abandonnons nos cultures et ça, comme Elum Tedo l'a dit précédemment dans la présentation, il a dit qu'il y a ces forêts sacrées qui ont été massacrées, qui ont été saccagées au nom de Jésus et tout ce qui va avec. Donc, c'est une interpellation à nous, Africains, d'initier nos enfants à nos cultures, de les enseigner comment protéger nos valeurs, nos forêts y compris, euh, et de les montrer que nous avons une richesse.
et cette richesse valent la peine d'être protégée et d'être pris au sérieux. Merci, merci pour la parole. Ouais, vraiment, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la fin de votre intervention. Cela doit être pris au sérieux. Merci. Cela, on doit accorder Merci, beaucoup de considération. Mhm. Oui, monsieur Elie? merci, merci Oscar, que je salue en passant. Ok. Et une fois encore dans le chat box, Madame Nancy qui dit quelle place pour les savoirs endogènes dans la lutte contre les changements climatiques? Alors, la place des savoirs endogènes dans la lutte contre les changements climatiques, nous avons dit que parmi les services qui sont reconnus aux écosystèmes forestiers, nous avons notamment des services de régulation, c'est-à-dire à travers notamment la séquestration de carbone de l'atmosphère, ainsi de suite. Vous voyez que déjà à travers les forêts sacrées par exemple, on peut comprendre que contribuent également à l'atténuation, à la mitigation des effets du changement climatique à travers la séquestration du carbone, mais également les savoirs endogènes à travers la protection des animaux totems ou à travers les interdits. On a dit il y a une réduction de la pression sur les habitats et les habitats dont on a fait allusion ici, c'est principalement les habitats forestiers qui cela aidé en fait à ce que ça puisse contribuer à la protection de ces forêts-là et que ça puisse contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Ok, merci Monsieur Elie. Et on a Monsieur Francis Palula qui dit il faut collaborer avec d'autres pays aussi, surtout en Afrique où on mange les chiens et les chats. OK. Ok. Euh, vous voulez commenter par rapport à la suggestion de Monsieur Francis? Non, 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 je vois. Quand on interdit, ça peut. Le souci, c'est que ce sont souvent des habitudes aussi qui sont ancrées un peu dans la coutume, tout ça, tout ça. Et puis, de fois, bon, de fois aussi abandonner la coutume, c'est un peu compliqué, surtout lorsqu'elle joue en notre faveur. N'est-ce pas? Hmm. Ok. Moi, je suis botaniste hein, à la base. Je fais dans la Ouais, botanie. Donc, mais plus précisément, dans l'extraction des principes actifs des plantes pour faire des médicaments pour traiter certaines maladies. Et dans mon oui, domaine, on fait beaucoup ce qu'ils appellent ethnobotanical survey. Je pense que oui, oui, c'est tout simplement oui, répertorier les plantes qui sont utilisées. Donc, en général, ce oui, qu'on fait, c'est qu'on va aller chez les tradis praticiens, leur demander, par exemple, quelle plante ils utilisent pour la toux, comment est-ce que cette plante est préparée, est-ce que c'est oui, une concoction qu'ils vont faire, une décoction ou une macération, par quelle voie la plante, le médicament est oui, consommé, est-ce que c'est voie orale ou bien tout simplement il faut masser sur la peau comme une crème. Donc, donc c'est ça qu'on appelle Ethnobotanical Survey. Donc, on a nombreux, hein, beaucoup de ce genre de livres-là qui sont publiés par les étudiants qui sont en thèse. Et j'aimerais ok, ok. savoir, est-ce que vous avez ce genre de répertoire-là en ce qui concerne, par exemple, les totems? Comme on a vu la petite histoire sur les crapauds. Par exemple, vous prenez le Oui, totem, par exemple, des Bamileke, qui, par exemple, on va oui, dire, ne mangent peut-être pas les chiens. Pourquoi, et vous oui. racontez la petite histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas les Mhm. chiens? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez ce genre de répertoire, même si c'est ancien, mais est-ce que c'est quand même, c'est existant en fait? Alors, jusqu'à à ma connaissance, en tout cas, j'en connais pas. À ma connaissance, j'en connais pas. Mais je pense que ça peut exister parce que il y a pas longtemps, j'ai vu un livre de plusieurs pages qui parle un peu de pratiquement tout au niveau de ma culture. Alors, je suppose, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont écrit, essayé un peu de documenter cet aspect-là dans leur culture pour essayer d'identifier tout ce qui est totem,
identifier un peu qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait. Mais le souci qui se pose aussi le plus souvent, c'est que les gens, ils ont de fois tendance à ne pas partager ces genres d'informations. De fois, c'est économiquement rentable. Par exemple, lorsque vous parlez des médicaments, il y a de ces gens-là dont voilà, c'est leur job. Ils ont tendance à ne pas vous dire comment est-ce qu'ils utilisent ces histoires. Mais en tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas s'il existe un répertoire qui peut avoir toutes ces informations-là. Peut-être que ça existe, peut-être pas, mais à ma connaissance, je ne connais vraiment pas. Ok. Si je suis intéressée par cela, si vous pouvez partager le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, si vous êtes sûr que voilà, il parle un peu de cet aspect-là, si vous pouvez partager Oui. euh, avec moi, je suis vraiment intéressée, j'aimerais pouvoir le lire. Mais je pense aussi que c'est en même temps, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être un projet de recherche. Par exemple, Oui, les oui, oui, totems, les totems des Congolais ou alors les totems des peuples gabonais. Et on va oui. dans chaque ethnie demander leur totem et demander le pourquoi ou bien le pourquoi pas. Et puis avoir un tel répertoire, non seulement je pense que ce serait un livre de contes intéressant pour les enfants, mais en plus ce serait vraiment plein de ressources et de connaissances. Je pense que si quelqu'un peut vraiment mettre une telle chose en place, la personne va se faire de l'argent. Je crois. Je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment attirer beaucoup d'intérêt. Je veux encore vraiment remercier du fond du cœur Monsieur Elie pour une présentation vraiment exceptionnelle. Euh, j'ai eu de la chair de poule même pendant qu'il parlait de la petite histoire du crapaud. Ça m'a juste ramené à mon enfance au village autour du feu où on se disait des contes en fait tous les soirs. Et donc, vraiment, vraiment merci pour l'expérience et on espère pouvoir vous compter encore parmi nous comme intervenant. Je suis sûre que beaucoup seraient ravis de pouvoir vous avoir encore comme intervenant. Je veux